On propose un chiffre et un intervalle, et après on compte combien de bonnes réponses sont tombées à l'intérieur de nos fourchettes. Ce score est relativement indépendant de mes connaissances. Il ne mesure que ma capacité à douter, ni trop, ni trop peu. C'est exactement ce que je voulais. Bien sûr, il faut choisir des questions dont on pense qu'il est possible de trouver une source fiable. Parfois, c'est difficile de trouver des sources fiables, mais on peut toujours se proposer d'estimer le chiffre que l'on pense qu'on trouvera sur Wikipédia ou sur tel autre site officiel. Mais tous les systèmes de notation que je vous ai proposés ont tous ce même défaut. La bonne réponse, entre guillemets, doit être trouvable quelque part. Donc pour mes tests, une réponse ne peut être acceptée qu'à froid, sans possibilité de faire de recherche ou de regarder sur Internet. C'est-à-dire que mes réponses ne sont que des a priori de ma part, des préjugés de quelqu'un qui n'a pas eu le temps de se renseigner sur la question. Ça, c'est pas trop raccord avec le message du mouvement sceptique. J'aimerais pouvoir mesurer ma capacité à répondre de façon nuancée, à chaud, après avoir eu le temps de me renseigner sur le sujet, de comprendre la discipline, de mesurer les enjeux, de peser chaque élément de la controverse. Mais pour avoir une notation, il faut quand même qu'il y ait une vraie bonne réponse. C'est tendu. Pour ça, j'ai trouvé une méthode élégante. J'utilise les questions des marchés prédictifs, parce qu'une très grande attention est portée sur les conditions de résolution. Du coup, je parie sur le futur, et je distribue mes plausibilités sur ce que l'avenir nous réserve. Quelle équipe gagnera la Coupe du Championnat du Monde cette année? Disons, voilà. Qui sera élu à la prochaine élection? Je dirais tant de pourcents de chance qu'un tel soit élu, tant de pourcents de chance tel autre. C'est difficile de ne pas voter pour mes préférences, mais uniquement pour les chances que selon moi ça se réalise. Quelle sera l'inflation aux États-Unis entre telle date et telle date? Ces sites de marché prédictifs archivent mes performances sous la forme d'un score de Brier, que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi seul peux les consulter, c'est juste pour moi, je ne m'inscris pas au tournoi, il n'y a rien à gagner. Ça me sert juste pour m'entraîner à correctement étalonner mes incertitudes, pour essayer d'avoir une vision du monde qui correspond à la réalité, pour savoir à quel point je suis capable d'anticiper ce qui va arriver. Spoiler, très peu. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, du coup, ce que Christophe Michel essaye de faire, et ça a l'air d'être son nouveau dada, son nouveau truc en ce moment, c'est donc d'essayer de mesurer précisément son incertitude, et d'essayer de voir en fait s'il a bien conscience des limites de sa croyance. Alors c'est une démarche qui est intéressante parce que du coup, en fait, il y a une idée qui est que quand on étudie quelque chose, d'abord on n'a pas conscience de notre ignorance, après on comprend mieux les choses et du coup on devient conscient de notre ignorance, et après on finit par apprendre des choses et du coup on devient conscient de notre connaissance, et la dernière étape c'est quand on se met à faire les choses d'une manière automatique, et du coup on devient inconscient de notre connaissance. En fait, c'est un endroit où même ça peut commencer à devenir compliqué en fait d'enseigner ce qu'on sait aux autres, parce qu'en fait on a même oublié comment on pouvait ne pas savoir, et on n'a même plus conscience exactement de ce qu'on sait, tellement ça a été automatisé, c'est le savoir automatisé, quoi. Et du coup, ce qui est intéressant avec la démarche que propose Christophe Michel, c'est que là, du coup, il essaye de vraiment de faire la différence entre l'ignorance qu'il ignore et l'ignorance qu'il connaît. Et ça, du coup, oui, c'est une étape importante pour devenir plus conscient de notre fonctionnement psychique et pour avoir une approche plus introspective et plus méta. La limite de cette approche, et d'ailleurs visiblement il s'en rend compte au moins dans une certaine mesure, puisque les résultats sont pas si concluants que ça, la limite de cette approche, c'est que le problème c'est qu'en essayant juste de mesurer notre incertitude, du coup ce qui se passe c'est que comment est-ce qu'on peut mesurer notre incertitude sur notre incertitude, et comment est-ce qu'on peut mesurer notre incertitude sur notre incertitude, sur notre incertitude, etc., etc. En fait, là, le souci, c'est que au lieu de définitivement régler le problème, en fait, on l'a juste fait passer en méta, et en méta, et en méta, en méta, et ça donne de la régression à l'infini. Et on trouve jamais vraiment la solution. Alors, ça peut permettre de corriger un peu parfois, de préciser, dans certaines situations, le fait de partir en méta, c'est tout l'intérêt du truc, c'est quelque chose que je fais aussi, c'est quelque chose que je présente dans mes vidéos, mais faut pas se limiter à ça. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que Christophe Michel se rend compte que pour vérifier son incertitude, soit on doit postuler des choses certaines, ce qui est que déjà, comment on s'assure que c'est vraiment certain, on n'est jamais vraiment sûr, et puis même si on est vraiment sûr, ça veut dire que du coup,
on teste que des choses sur lesquelles on n'a rien à apprendre en soi, donc c'est pas terrible. Et donc après il décide de tester son approche en fait sur des éléments qui vont se produire, où il essaie d'anticiper, est-ce qu'il est capable de faire de bonnes anticipations. Et là le truc c'est que vu qu'en fait il teste sur des éléments qui sont presque tous hautement chaotiques, il se rend compte que pour prévoir des éléments chaotiques, c'est extrêmement difficile, et je pense pas que ce soit juste un manque de compétences de sa part, c'est qu'en fait, à peu près personne n'est capable de prédire des événements hautement chaotiques. Il y a certains outils complexes qui peuvent permettre dans certaines situations d'avoir des approximations qui sont un peu meilleures, voire pas mal meilleures que le hasard, et ça dépend vraiment des situations. Mais ça demande déjà une certaine expertise du problème, et potentiellement il peut y avoir plein de scénarios où en fait le résultat va être complètement à l'opposé de ce qu'on avait anticipé, même si globalement on a des résultats un peu meilleurs que le hasard. Donc faut vraiment pas trop se fier à ce genre de prédiction non plus. Faut aussi avoir conscience que par exemple les gens qui font de l'investissement en bourse, et notamment qui font du trading, qui parient sur les marchés financiers, alors déjà souvent en fait les traders ils anticipent pas vraiment des phénomènes chaotiques. En fait c'est plutôt des gens qui ont des outils, notamment des outils informatiques, pour se tenir au courant extrêmement rapidement et si possible avant un maximum de personnes de toutes les petites news, toutes les petites rumeurs, toutes les informations qui passent sur les réseaux sociaux, sur Reddit, sur un certain nombre de canaux d'information qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. En fait, leur boulot, c'est de choper la news avant tout le monde et après de choisir s'ils vont investir ou pas en fonction de la news qu'ils ont reçue. Parfois il y a des faux positifs, parfois il y a des rumeurs qui s'avèrent pas, parfois il y a un changement de dernière minute, mais globalement, en ayant les informations aussitôt que possible et en ayant appris par expérience à correctement les interpréter, ils parviennent en fait à obtenir des résultats financiers qui sont meilleurs que le hasard. Ça peut être un des outils qui est utilisé. Pour l'investissement long terme, il y a des gens qui se basent simplement sur un certain nombre de caractéristiques des entreprises qui, empiriquement, sont considérées comme permettant de garantir qu'elles vont avoir une certaine fiabilité à long terme. Alors, c'est jamais une garantie absolue, mais en tout cas, on sait que il y a tel critère qui est validé, c'est globalement sur 20 ou 30 ans ça va monter quoi. Un dernier élément qui peut être un élément apporté par la pensée complexe pour le coup, c'est que on peut identifier à la fois des seuils critiques dans différentes situations, et on peut identifier aussi des technologies, des propositions. C'est surtout pour les technologies, en fait, pour ce cas-là, on peut identifier des technologies, en fait, qui apportent des types de solutions que d'autres technologies n'apportent pas. Alors, en fait, si une technologie apporte une solution vraiment nouvelle à un problème, ça ne garantit pas que elle va forcément gagner en valeur, qu'elle va monter, ou quoi. Il se pourrait tout simplement que même si la technologie est meilleure, le marché soit pas encore prêt, les gens soient pas assez sensibilisés, s'intéressent pas assez, que le truc capote, en gros, n'éclose pas. Il se pourrait aussi qu'on ait bien anticipé que la technologie va se développer, sauf qu'en fait on a misé sur la mauvaise entreprise, ou peut-être qu'en fait ceux qui sont en train de lancer ça, en fait ils arrivent 10 ans trop tôt, et donc ils vont capoter, en fait c'est 10 ans plus tard, quand les gens se seront dit que ça n'avait pas d'avenir, que là il y a un truc qui va émerger à nouveau et lancer le truc, et cette fois-ci ça a marché. Donc voilà, il y a toujours du chaos, il y a toujours de l'imprévisibilité, mais en fait avec certains outils, on peut réussir à obtenir des résultats qui sont meilleurs que le hasard, dans des environnements hautement chaotiques et complexes. Mais ça demande une grande expertise, il y a toujours une très grande incertitude, en fait sur des petits nombres et sur des petites échelles de temps, ça peut sembler n'être pas vraiment meilleur que le hasard, voire même pire que le hasard si on n'a pas de chance. Et comme je le dis, en fait, il y a plein de situations où en fait ces outils ne sont même pas nécessaires, et simplement avoir des outils qui permettent d'avoir l'information le plus rapidement possible et la traiter le plus vite possible, par des moyens algorithmiques notamment, est largement suffisant pour gagner sur le marché, quoi. Donc oui, Christophe Michel est en train de se rendre compte que faire des prédictions sur le chaos, c'est incroyablement difficile, incroyablement complexe, et en plus, avec les outils qu'il utilise, j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce qu'il pourrait y arriver, quoi. Si un médecin doit faire un choix thérapeutique difficile, et qu'il a vraiment choisi l'option optimale qui optimisait les chances du patient, qu'il ne regrette pas ses choix, même si au final le patient meurt, même si au final on se rend compte qu'un autre choix thérapeutique aurait été préférable. Il faut juger le pari, pas le résultat. Ce que je veux dire va sans doute être assez compliqué à entendre pour certaines personnes. C'est aussi un sujet qui me touche beaucoup personnellement. Et en fait, ce que Christophe Michel dit dans cet extrait, je trouve ça assez horrible. Enfin, pas tellement ce qu'il dit en lui-même, mais plutôt ce que ça sous-tend en fait, ce qu'il y a derrière cette façon de penser. Et j'entends bien que
ce qu'il le dit, il le dit avec les meilleures intentions du monde. Son but, c'est que un maximum de personnes soient soignées le mieux possible et qu'on prenne les meilleures décisions pour soigner les gens. Donc, je comprends qu'il veuille bien faire, mais moi, je vois les choses tout à fait différemment. Et j'ai l'impression que derrière cette idée que finalement, dans la médecine, qu'il y aurait de meilleures solutions disponibles, qu'il y aurait de meilleures stratégies en fonction des connaissances disponibles, qu'il y avait un meilleur choix à faire à un moment donné. Je crois que cette croyance-là, elle a des implications qui sont assez terribles, et je vais essayer de vous faire passer pourquoi de différentes façons. Moi, notamment, j'ai une connaissance qui est médecin nucléaire, donc ça s'invente pas. Je connais pas très bien, mais apparemment, c'est des gens qui notamment s'occupent des radios. Et c'est quelqu'un qui, a priori, est très brillant et qui m'avait déjà fait part du fait que ça lui arrive régulièrement de se retrouver dans des situations où il voit des collègues, en fait, qui, de son point de vue, font de la merde, mais il se retrouve bien en difficulté de leur expliquer pourquoi, et en fait, il voit les conséquences que ça peut avoir, il voit que ça peut avoir des conséquences graves sur la survie des patients, certaines erreurs bêtes et tout, mais c'est vrai qu'il est dans une certaine difficulté de parfois réussir à expliquer qu'est-ce qui fait que lui il voit qu'il y a un problème alors que d'autres ne le voient pas. Et le souci de ce genre de situation, c'est que même si justement après il y a effectivement un problème et que la personne dit bah oui bah je vous l'avais dit, bah du coup l'explication ça va être exactement ce que dit Christophe Michel dans cet extrait, c'est bah oui mais on ne pouvait pas savoir en fait. Et du coup on se retrouve comme ça avec des praticiens parfois qui prévoient des drames, ne sont pas vraiment en mesure de les éviter sans avoir des problèmes avec la hiérarchie, le groupe et tout. Et quand le drame survient effectivement, bah la réponse en général c'est on ne pouvait pas savoir quoi. Et il y a des personnes qui visiblement ont une très bonne intuition parce qu'elles ont su plusieurs fois ce que d'autres ne pouvaient pas savoir. Mais vu qu'il y a toute cette croyance commune sur quelle est la meilleure stratégie, quels sont les protocoles à appliquer, qu'est-ce qu'il est bon de faire, et qu'on n'a surtout pas envie de remettre en question ces narrations, peut-être de prendre conscience des limites de nos compétences, de prendre conscience aussi du manque de certitude dans les protocoles qu'on nous demande d'appliquer. En fait, c'est plus confortable de se contenter de suivre les protocoles, de suivre la marche à faire, ou de suivre ce qui a l'air bon, sans tirer des enseignements de nos échecs, justement. Et le truc, c'est que dans ce que dit Christophe Michel, ça a l'air d'être une démarche qui fait la promotion de plus de rationalité, mais si on écoute bien ce qu'il y a derrière, en fait, c'est une démarche qui invite à ne pas prendre de nouvelles informations, à ne pas apprendre de nos erreurs, justement parce que on a cette idée que ce n'est qu'une erreur statistique, on ne pouvait pas savoir, et bon, effectivement, après coup, on s'est rendu compte qu'on aurait dû faire autre chose, mais voilà. En fait, le problème, c'est que souvent, dans ce genre de situation, la prochaine fois que la même situation se produira, la même erreur sera encore faite, et les gens ne tireront pas d'enseignement, parce qu'en fait, on croit justement que c'est que des histoires de statistiques ou de protocoles ou quoi. Et le truc, c'est que en fait, c'est vraiment une situation qui envoie plein de soignants, plein de médecins aujourd'hui en burn-out, parce qu'en fait, on veut se débarrasser de toutes les incertitudes, on veut se débarrasser de tout ce qui n'est pas fiable, entre guillemets, et donc pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas fiable, en fait, on veut tout protocolariser sur la base, en général, on peut l'espérer d'études ou de données statistiques. En fait, on a envie que chaque situation amène à un diagnostic qui soit fait de telle et telle façon précise, et qui appelle à tel type de soins précis, ce qui d'ailleurs peut poser un certain nombre de problèmes dans les maladies rares ou des maladies difficiles à identifier. Mais du coup, on a envie que tout soit protocolaire, parce que le truc derrière, c'est que si on respecte les protocoles et que les protocoles sont soi-disant les plus fiables, si jamais il y a un souci, c'est pas notre responsabilité tant qu'on a respecté les protocoles. Et si jamais quelqu'un qui a un peu plus de connaissances du terrain, d'expérience, d'intuition, ou qui peut-être utilise des outils ou des théories qui ne sont pas admises à l'endroit où il se trouve, ou qui sont moins admises à l'endroit où il se trouve, si via sa propre approche, il peut avoir l'idée de solutions thérapeutiques qui ne seraient pas proposées par ses collègues, et s'il les met en place, ce qui se passe, c'est que même s'il arrive à soigner le patient, on pourra lui reprocher de ne pas avoir suivi les protocoles et il risque d'avoir des soucis. Et si il fait ce qu'il avait envie de faire, et que malheureusement ça n'aide pas le patient, du coup, les conséquences seront encore plus graves parce qu'il n'aura pas suivi le protocole, et on lui dira que c'est forcément parce qu'il n'a pas suivi le protocole que les choses ont dégénéré. Et donc,
franchement, il y a aucune raison, en fait, quand on est dans une institution avec des protocoles un peu rigides, de ne pas suivre les protocoles, parce que fondamentalement, on nous reprochera jamais d'avoir suivi tous les protocoles, même si une part importante de nos patients meurt. Par contre, si jamais il y a un seul souci et qu'on n'a pas suivi le protocole, alors là, on peut risquer de se faire mettre à pied, quoi, ou d'avoir de très graves soucis. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on commence à développer des approches, par exemple des approches systémiques, où on va se fier à un certain nombre de signaux faibles, on va essayer de mettre en relation, et faire fonctionner d'une manière complexe, qui peut nous permettre de choper des signaux que d'autres personnes ne choperaient pas. Et du coup, en fait, on se retrouve dans une situation où on est partagé entre se mettre en état agentique, c'est-à-dire en gros suivre tout ce que notre hiérarchie nous demande sans jamais dévier, quitte à suivre des protocoles de soins ou à faire des choses qui nous paraissent absurdes parce que on suit ce qui nous est demandé et on n'a pas la liberté de faire autrement. Et donc ça nous paraît absurde, mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix. Et donc ça, c'est une bonne façon de perdre le sens de son métier et de finir en burn-out. Soit, à un moment, il peut se poser la question de est-ce que notre place est bien dans des institutions entre guillemets officielles, reconnues, publiques. Est-ce qu'on n'aurait pas plus notre place dans des approches et dans des domaines alternatifs pour pouvoir pratiquer notre médecine comme on l'entend, de la façon qui nous paraît bonne, quitte parfois à avoir moins de moyens, quitte parfois à être moins reconnu, mais au moins on peut soigner comme on a envie de soigner, quoi. Et je pense qu'en réalité, c'est pour ça que dans plein de domaines, et notamment dans la médecine, il existe toutes les approches alternatives. C'est parce que, tout simplement, il y a plein de gens qui ne se reconnaissent pas, ou qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent, ou qui ne se sentent pas alignés quand ils sont dans des cursus classiques et qui pratiquent une médecine classique. Et donc, bien évidemment, dans l'alternative, on peut trouver tout et n'importe quoi, et à mon avis, le truc, c'est que on va trouver tout ce qui s'écarte beaucoup de la norme, c'est-à-dire à la fois le meilleur et le plus terrible, à la fois les gros charlatans qui détruisent leurs patients, mais aussi des gens qui sont peut-être sur des approches très innovantes, des approches qu'on pourrait dire holistiques dans le bon sens du terme, des approches qui arrivent réellement à prendre différents éléments et à les combiner, ou des approches qui vont traiter beaucoup plus les causes des maladies et moins leurs symptômes. Et je connais des gens tout à fait compétents, comme cette connaissance qui est médecin nucléaire et tout, qui travaillent dans le classique. Parfois, ils ont la chance d'être dans des environnements qui sont plus ou moins ouverts, parce qu'il faut pas croire que tout est un monobloc, que en fait, il y aurait, comme beaucoup de zététiciens le croient, d'un côté des trucs qui sont fiables et d'un autre côté des trucs qui sont pas fiables, que dans ce qui est reconnu, fiable et tout le monde fera la même chose, et que dans ce qui n'est pas reconnu, pas fiable, tout le monde fera la même chose aussi. Dans différentes institutions, dans différents hôpitaux, les gens vont avoir plus ou moins de souplesse sur certaines pratiques. Il y a peut-être des endroits, par exemple, où on va utiliser l'hypnose à des fins anesthésiques. Ça, c'est un truc qui est en train de se développer dans certains hôpitaux, il paraît, mais c'est assez marginal. Il y a peut-être des hôpitaux qui seront plus ouverts, je sais pas, à la médecine chinoise et d'autres moins. C'est pas un domaine que je maîtrise, mais c'est pour donner des exemples. Et surtout, le truc, en fait, avec cette vision très scientifique, rationaliste, mesurable de la médecine, que ce soit la médecine corporelle ou la médecine psychique, ça a tendance à favoriser une approche tout à fait déshumanisée du soin. Et moi, j'avais vu une pièce de théâtre il y a quelques temps qui s'appelait Psychodrame, qui a été réalisée par une femme qui s'appelle Lisa Guez. C'était une pièce qui voulait rendre compte de la situation de certains thérapeutes dans des hôpitaux psychiatriques, et notamment là c'était des thérapeutes d'orientation psychanalytique. En plus, moi la psychanalyse à la base c'est pas du tout un truc dont j'ai une très bonne opinion, mais avec le temps j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin sur cette question. Mais en tout cas c'était des thérapeutes d'orientation psychanalytique dans cette pièce, donc c'était des actrices, mais en gros elles jouaient des thérapeutes, et c'était très réaliste en fait dans la façon dont c'était présenté. Et donc, ce qui a pratiqué comme approche thérapeutique, c'était le psychodrame, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des remises en scène, c'est un peu des jeux de théâtre qui sont faits avec le patient et les thérapeutes. Et le but, c'est, on pourrait dire, de mettre le patient dans des situations où ils vont revivre des traumas ou des situations familiales ou des choses qui les ont marqués, des choses qui ont eu un effet sur leurs symptômes, sur leur maladie psychiatrique. Et c'est une approche thérapeutique qui vise à travailler sur l'inconscient des personnes, sur leurs blessures, à essayer de leur faire prendre les problèmes différemment, à faire ressortir des émotions, à leur faire reconsidérer les choses sous un autre angle. Et en fait, c'est assez difficile de vous retranscrire comme ça, à l'oral, par vidéo, ce que cette pièce m'a fait ressentir, et je pense que c'était une pièce très, très touchante. Mais en fait, le truc, c'est qu'on voyait vraiment les choses telles qu'elles se passent dans la vie. On les voyait se produire sous nos yeux. On les voyait pas se produire à travers des graphiques, à travers des chiffres et tout. On les voyait se produire de façon vivante. On voyait en fait ces thérapeutes qui subissaient des pressions de leur hiérarchie,
pour faire des comptes rendus, pour essayer d'objectiver leurs pratiques. Et comme elle le disait, en fait, c'est impossible d'objectiver le psychodrame parce que c'est pas quelque chose qui est mesurable dans la façon même dont ça se pratique, alors que pourtant ça a des effets. En fait, c'est un truc qu'on voit quand on observe, mais c'est pas chiffrable. Du coup, elles subissaient des pressions pour rationaliser leur truc. En plus, leur hiérarchie n'aimait pas trop le psychodrame parce que du coup, ça nécessitait d'avoir plusieurs thérapeutes sur un seul patient, donc ça coûtait assez cher. Ça prenait un certain temps, c'était pas très rentable. En fait, c'est beaucoup plus simple de simplement poser des diagnostics et puis prescrire des médocs à des patients et puis voilà, en fait, la chose est réglée. Et alors, devoir faire un travail thérapeutique, introspectif, plus long, on essaye de les faire avancer sur des problématiques petit à petit, leur faire prendre conscience de différentes choses, les faire évoluer et tout. Bah, sur le long terme, ça produit des effets qui sont frappants, et ça change vraiment la vie, ça change la trajectoire de vie de personnes, mais ça demande un peu plus de doigté, ça demande un peu plus d'artisanat, et ça paraît moins directement visible, ça paraît moins directement objectivable, en particulier par des gens qui sont des gestionnaires, qui sont pas des praticiens de terrain, que simplement prescrire des médocs, et en plus c'est des trucs qui ont été randomisés, contrôlés, testés, voilà. On a un problème, on a une solution chimique, on prescrit, et puis pouf, on a l'impression que tout est réglé, sauf qu'en fait, on n'a absolument pas pris en compte, notamment toute la dimension systémique du patient, de l'individu. Et en fait, dans cette pièce, on ressentait vraiment tout ce truc-là, de la douleur des praticiens de terrain et de leurs patients, qui voient concrètement que ce qu'ils font tous les jours, ça change complètement la vie de leurs patients, ça a des effets très concrets. N'importe quel spectateur qui voit la pièce, et encore une fois, je trouve que la pièce est assez réaliste, hein, je sais que ce genre de choses se passe concrètement plus ou moins comme ça dans des environnements réels, les gens qui voient la pièce voient en fait pourquoi ça marche, mais les gens qui regardent ça que avec des tableurs Excel, ils ne peuvent pas le voir. Et ouais, moi j'ai vraiment envie, enfin pour moi c'est ça le truc important notamment de la transition verte, c'est comprendre que les données ne vous donneront pas l'essentiel, qu'il y a vraiment des choses, si vous voulez pouvoir les comprendre profondément, vous devez vous en imprégner, vous devez vous connecter à ces choses-là, vous devez les vivre quelque part. Et quand on a vécu les choses, on comprend. Et moi je crois notamment que ce truc-là, c'est ce qui fait que la fiction, les films, les histoires, les pièces de théâtre, c'est si important. Parce qu'en fait la fiction, elle nous permet d'apprendre des choses, de nous relier à des situations, d'entrer en empathie avec des personnages avec lesquels on serait jamais entré en empathie si on n'avait pas vu le film et si on n'avait pas été mis dans une histoire qui nous permet de comprendre la chose d'une manière qualitative, de l'intérieur. Et si on a une approche uniquement rationnelle, chiffrée, pragmatique, où il y a des solutions qui ont de plus grandes espérances que d'autres, et donc il faut faire le pari, et on a bien raison d'avoir fait le pari, même si la situation ne se passe pas comme il fallait. Si on regarde que les choses comme ça, en fait, on rate tout ça. Et oui, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que dans plein de domaines, et en particulier en médecine, où en fait on traite des systèmes complexes, on traite des organismes, où il y a 36 milliards d'interactions dans tous les sens et tout, il n'y a pas de solution parfaite. Et si on commence à croire qu'il y a des solutions parfaites et qu'il y avait de bons paris, et que même si les gens meurent, c'est qu'il n'y avait pas de meilleure solution, ou qu'en tout cas on ne pouvait pas savoir, si on commence vraiment à croire ça, en fait, on se retrouve finalement dans une situation qui est pas très différente de ce que dénonçait déjà Molière dans Le médecin malgré lui, il y a 300, 400 ans, je sais plus exactement. En fait, ce qu'il dénonçait déjà, c'est que il y avait des médecins, bon c'était sans doute beaucoup plus vrai à son époque qu'aujourd'hui, mais en gros, il disait il y a des médecins qui pensent qu'ils savent ce qu'ils font, alors qu'au fond ils en ont aucune idée, et puis on faisait des saignées, on faisait toutes sortes de pratiques qui en fait avaient tendance à plus abîmer les patients et à plus les enfoncer que les soigner, mais si à la fin le patient mourait, on se disait on a fait tout ce qu'on a pu faire, et puis voilà, et puis si on l'avait pas fait, il serait peut-être mort encore plus vite, ou d'une certaine façon, oui, la médecine a évolué, oui, on soigne beaucoup mieux qu'à l'époque de Molière, mais il y a toujours ce truc-là qui est que au fond, effectivement, on a beaucoup plus envie de se dire que si le patient est mort, c'est parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire mieux. Et si on se dit que peut-être qu'il y avait moyen de faire mieux, là, d'un coup, ça nous met dans une situation beaucoup plus inconfortable, parce que ça nous met face à notre responsabilité, ça nous met face aux limites de nos compétences. Alors, bien sûr, c'est normal d'avoir des compétences qui sont limitées, c'est normal de pas être capable de tout voir, mais si on n'est pas capable, en fait, d'avoir suffisamment d'humilité pour réussir à apprendre de chacun de nos échecs, et peut-être pour écouter le collègue qui avait vu le truc venir avant tout le monde, mais dont on n'avait pas compris les explications,
peut-être que si on a cette humilité-là, du coup, en fait, on peut améliorer notre pratique et peut-être sauver plus de patients à l'avenir. Mais moi, concrètement, ce que j'ai observé, et je trouve ça vraiment très triste, terrible, c'est que, la plupart des gens, n'ont aucune envie dans les institutions de progresser, d'apprendre des choses et tout. Et de toute façon, quand même ils le feraient, il y a une rigidité institutionnelle qui fait que c'est pas parce que 2, 3, 4 praticiens décident de voir les choses un peu différemment que ça veut dire que ça va devenir accepté, reconnu, et que ça va être pratiqué à large échelle. Non, moi j'ai vraiment une grosse difficulté et un gros vécu compliqué par rapport à cette idée en fait de la norme objective et de la bonne façon de faire. Et je crois que si on développait des approches un peu nouvelles, un peu plus libres, un peu plus organiques, un peu plus décentralisées, peut-être que ça pourrait laisser beaucoup plus le champ à des praticiens qui voient les choses un peu différemment, pour pouvoir pratiquer les choses à leur façon. Et de fait, c'est déjà ce qui se passe avec le développement des médecines alternatives. Mais bon, en fait, on reste dans une guerre entre le conventionnel et l'alternatif. L'alternatif va avoir souvent des problèmes de financement, il y a certains trucs qui peuvent être attaqués. Bon, en vrai, ce qui est drôle, c'est que l'alternatif arrive quand même assez bien à se développer. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que même dans le conventionnel, en fait, il y a plein de praticiens qui ont des pratiques alternatives, parfois très discutables d'ailleurs de mon propre point de vue. Encore une fois, il n'y a pas que du bon dans l'alternatif. Et ce qui est marrant, c'est que même ces labels, ces certifications, ces trucs et tout, ça sécurise pas forcément grand-chose, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il y a plein de praticiens qui parviennent en fait à avoir des diplômes d'État, des accréditations, tout ce qu'il faut, et à être officialisés, quoi. Donc au final, j'ai même pas l'impression que ça protège tant que ça des charlatans, entre guillemets, si les charlatans arrivent à trouver un milieu qui les accepte un peu, ou s'ils arrivent à suivre les bons protocoles et les bonnes façons de faire pour se faire régulariser, quoi. En fait, il me faut apprendre à évaluer mon niveau de confiance personnelle dans mon modèle, et le comparer à la vraisemblance des données si mon modèle était vrai, pour que je change radicalement d'opinion. Il ne suffit pas que mes données soient juste invraisemblables. Il faut qu'elles me soient plus invraisemblables que ce que ma théorie m'avait l'air plausible. Il faut comparer les deux. Quand on m'avait proposé le jeu, au tout début, j'avais accepté que le dé n'était pas pipé à, qu'est-ce que j'avais dit, 99,9%. Je doutais à une chance sur 1000. Donc, un résultat qui n'avait que une chance sur 6 d'advenir, ça m'agace un peu, parce que j'ai perdu, mais ça ne suffit pas à me faire quitter la partie. Par contre, un résultat qui n'avait que une chance sur 7000 d'advenir, comme 5-6 d'affilée. Ça, c'est plus fort que ma confiance dans un dé pas pipé. C'est le moment où je me dis qu'il vaut mieux quitter la partie. Ce chiffre seuil, là, 99,9%, je ne l'ai pas calculé, c'est juste une estimation au doigt mouillé, complètement subjective. Il dépend du contexte. Si c'est Lin Guiyan Wang qui me propose le jeu, je joue longtemps. Lui, c'est un matheux, il est fan d'énigmes théoriques de ce genre, il me propose sûrement une expérience de pensée pédagogique. Si c'est Clément Fraise, je ne joue même pas le premier coup. Lui, c'est un mentaliste, il possède sûrement plein de jeux truqués, il essaye sûrement de me piéger, pas d'offense. Là, en fait, dans cet extrait, on a pour moi la principale limite et le principal problème de l'approche bayésienne, en tout cas dans sa version sceptique, qui est que, en gros, l'approche bayésienne, ça a l'air d'être un peu plus subtil, un peu plus fin, un peu plus probabiliste que des approches où on va juste dire c'est vrai ou c'est faux, c'est valable ou c'est pas valable, c'est vérifié ou c'est pas vérifié. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, fondamentalement, à peu près tous les esprits humains fonctionnent de façon bayésienne. C'est juste que les éléments qui vont être pris en compte, les probabilités qui vont être intuitivement calculées, on va dire, parce que tout ça c'est intuitif en général, elles vont être complètement différentes d'une personne à l'autre. Certaines choses, par exemple, une personne religieuse va considérer que ses croyances religieuses sont ultra fiables, alors qu'une personne scientifique va considérer que c'est bidon, que c'est une probabilité extrêmement faible. Et les gens vont avoir certaines heuristiques ou d'autres. Et en fait, finalement, on est dans des trucs qui relèvent de la pure subjectivité, et la fiabilité que Christophe Michel attribue à cet énoncé est, comme il le dit lui-même, purement subjective. La fiabilité qu'il attribue à telle ou telle personne est purement subjective et dépend de ses expériences et même éventuellement de ses amitiés, de ses affinités avec telle ou telle personne. Et en fait, ce que je trouve rigolo, c'est que finalement, l'approche bayésienne
est juste une tentative d'expliciter et entre guillemets de mathématiser simplement ce qui relève du fonctionnement cognitif de tout un chacun. Et je trouve aussi qu'il y a un postulat derrière cette approche bayésienne qui me paraît intéressant, c'est l'idée que au fond, nos niveaux de crédence, c'est-à-dire la probabilité qu'on accorde à telle ou telle chose, va évoluer progressivement en fonction des nouvelles informations qui nous sont apportées. Ça, c'est un truc qui est souvent dit. Et donc, plus on va avoir des informations qui sont très improbables par rapport à nos inférences bayésiennes de base, plus on va corriger nos influences bayésiennes progressivement, d'une manière en gros à faire des inférences qui correspondent mieux à la réalité, entre guillemets. Le souci pour moi de cette idée, c'est que c'est encore une approche qui est totalement linéaire et progressive. Et moi, ce que j'essaie de mettre en avant, ce sont des approches qui sont multiples, relativistes et non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu en fait d'avoir une vision du monde donnée, et cette vision du monde évolue progressivement en fonction des nouvelles informations qu'on a, ça c'est l'approche orange, et c'est déjà une amélioration par rapport à l'approche bleue, où on a une vision du monde qui est extrêmement statique au cours de notre vie, parce qu'en gros, on pense avoir déjà la vérité, ou en tout cas, on pense avoir le livre de référence, ou les bonnes personnes qui nous permettent de savoir ce que c'est que la vérité. Avec l'approche orange, l'approche rationnelle, pragmatique, positiviste, on est capable en fait de faire évoluer notre vision du monde en fonction des nouvelles informations qu'on a, sauf que c'est une évolution qui est du coup linéaire, progressive et depuis une seule perspective. Et ce qui va se passer, c'est que en passant à l'approche verte notamment, on va commencer à se rendre compte qu'en fait une même situation peut être vue depuis plein de points de vue différents, et si une même situation peut être vue de plein de points de vue différents, en fait ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de considérer cette situation, et que les façons de considérer cette situation vont varier en fonction de la personnalité des gens, de leur expérience de vie, de ce sur quoi ils se concentrent précisément, et de toutes sortes de facteurs comme ça. Et donc du coup, on commence en fait à voir le monde d'une manière relativiste, perspectiviste. On va essayer de voir les choses depuis différents points de vue, et notamment une des façons de voir les choses depuis différents points de vue, c'est d'apprendre à se connecter avec les gens, à être curieux, et à s'intéresser en fait au point de vue particulier des gens pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que eux ils voient le monde comme ça. Alors déjà c'est très intéressant parce que ça nous permet en fait de plus facilement nous relier avec les gens, ça nous permet de régler beaucoup de conflits, ou en tout cas d'éviter d'en déclencher parce qu'on est beaucoup plus tolérant, et ça nous permet aussi d'avoir une vision du monde beaucoup plus ouverte. Et notamment, ça peut pas avoir forcément que des avantages, hein. Alors, généralement, un des soucis que peut avoir Vert assez souvent, c'est qu'il va être tellement ouvert d'esprit sur certaines pratiques qu'il va pas forcément très bien discriminer ce qui est quand même pragmatique et ce qui est franchement fumeux. Ce qui d'ailleurs peut souvent choquer les personnes dans une perspective orange, parce qu'il va y avoir certaines personnes en verte qui peuvent être très ouvertes à des pratiques de magnétiseurs, d'astrologie, ce genre de choses auxquelles, là où j'en suis actuellement, a priori, je crois pas vraiment. Mais donc effectivement, dans cette perspective relativiste, on commence à se réouvrir à plein de choses, et ça peut notamment, mais pas toujours, mais notamment, ça peut impliquer un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, il y a cette grande augmentation de l'ouverture d'esprit qui fait que, au lieu en quelque sorte de modifier notre vision du monde progressivement, on essaye en fait de multiplier les perspectives, ou en tout cas, c'est pas forcément qu'on va tout considérer personnellement comme égal, parce qu'on a quand même nos préférences personnelles et tout, mais en tout cas, on va s'ouvrir à plein de perspectives différentes, et la multiplication des perspectives est plus recherchée qu'une simple évolution de notre perspective propre linéaire. En fait, on n'est plus en train de dire, il y a la vérité, c'est comme ça, et éventuellement, si j'ai de nouvelles informations, je vais changer un peu ma réalité, mais de façon progressive. On dit, sur ce sujet-là, il y a plusieurs vérités, et alors moi, je pense plus ça, je connais des gens qui pensent plus ça, mais au fond, il n'y a pas vraiment moyen de trancher, quoi. On voit plus les choses comme ça. Et alors après, carrément, dans une approche jaune, il va y avoir des phénomènes de non-linéarité et d'intégration. Intégration, ça veut dire déjà qu'on va trouver des métamodélisations, des moyens, en fait, de prendre différentes perspectives et surtout différentes postures générales sur les choses, de manière à les traiter d'une façon un peu unifiée. Il y a différents moyens pour faire ça, je vais pas développer maintenant. Et aussi, on a une approche non linéaire qui est que on est capable, en fait, de faire s'effondrer totalement notre vision du monde lorsque ça paraît pertinent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut rencontrer parfois des informations qui sont tellement extraordinaires pour notre système actuel, que si on veut les intégrer, on ne peut pas se contenter d'être dans une approche purement progressive. En fait, dans la démarche jaune, il y a ce que j'appelle l'actualisation, qui est une actualisation systémique de notre vision du monde,
Et pour le dire simplement, il y a des moments où en fait notre vision du monde, elle va faire des sauts quantiques. C'est-à-dire que il va y avoir un gros changement d'un coup. Et le truc, c'est que si on reste dans cette approche orange, progressive, linéaire, il y a certains changements de vision du monde profonds qui ne peuvent pas se faire, il y a certaines réalisations qui ne peuvent pas avoir lieu, sauf choc personnel vraiment profond, qui nous force un peu contre notre gré quelque part à faire ce saut quantique. Mais s'il n'y a pas ça, on n'est pas en mesure de faire ce saut quantique, parce que, en fait, il y a des mécanismes de régulation dans notre vision du monde qui vont venir atténuer l'information dissonante. Si l'information dissonante, elle est isolée, on va rationaliser le truc, on va se dire non, mais c'est un truc non pertinent, j'ai mal compris, ou la personne raconte n'importe quoi. On va la rationaliser et on va pas aller regarder à quel ensemble global est-ce que cette notion particulière est rattachée. En fait, on va pas aller explorer un autre système que notre système habituel. Et en fait, dans les approches jaunes, on apprend notamment à disrupter notre esprit, à disrupter notre vision du monde, pour se dire, bah tiens, et si, là maintenant, ça peut être temporaire, hein, ça peut être de l'expérimentation, et après, ça nous convient pas, on revient en arrière, mais en fait, dans une approche jaune, on va se dire, tiens, et là, si maintenant, je décidais de voir le monde d'une manière complètement différente de la façon dont je le vois actuellement, pour voir ce qui se passe. Je teste une nouvelle narration, je teste une nouvelle histoire, et j'essaye de voir ce que ça donne. Comme ça, je le saurai. En fait, si on est dans cette approche bayésienne progressive, ça, on ne peut pas le faire. Et le fait de procéder comme ça donne des effets qui sont tout à fait renversants. Ça, c'est quelque chose que je développe dans d'autres contenus, j'ai l'intention de le développer encore, parce que c'est vraiment assez fin, assez compliqué à simuler. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage pas Christophe Michel à explorer ces approches-là dès maintenant. En fait, il y a une progressivité, hein, la spirale dynamique, il dit qu'il faut passer par les différentes étapes. Donc, je pense que pour Christophe Michel, ce qui serait important dans un premier temps serait déjà en fait de s'ouvrir à différentes perspectives et de s'entraîner en fait à voir le monde depuis différentes hypothèses contradictoires entre elles, mais qui peuvent apporter une vision complémentaire. Ça va vraiment être là en fait, il va pouvoir progresser de là où il en est à mon avis dans son parcours. Mais en tout cas, potentiellement, ça peut aller jusque là. Et d'ailleurs, alors je sais que ce sont des idées, que ce sont des notions qui sont totalement inaudibles dans les milieux sceptiques, mais cette histoire en fait d'auto-disruption, de disruption de soi, dans certaines approches spirituelles qui à mon avis sont pas forcément toujours jaunes mais qui d'une certaine manière intuitivement récupèrent un peu le principe, parfois d'une manière totalement fucked up, hein, je le reconnais, mais en tout cas c'est un peu vers ça que ça tend. Il y a un peu ces idées en fait de manifester des choses et de loi de l'attraction. En gros, le principe c'est que on décide de changer consciemment la façon dont on voit le monde, et le fait de décider consciemment de changer la façon dont on voit le monde, ça va nous faire vivre des situations et provoquer des prises de conscience qui viennent justement du fait qu'on a décidé de regarder le monde différemment, et si on décide de regarder le monde différemment, on le traite autrement, depuis d'autres systèmes, et du coup, bah, ça change complètement notre façon d'entrer en relation avec lui. Alors, il y en a certains qui m'ont expliqué ça d'une manière très magique, ésotérique, avec des vibrations et tout ce genre de choses. Pour moi, c'est essentiellement, voire exclusivement peut-être un phénomène psychologique. Mais ouais, tout simplement, si on décide consciemment de voir le monde différemment, et radicalement différemment, bah ça a des conséquences qui peuvent être assez immédiates et qui peuvent être vraiment radicales. Et en fait, on va se mettre à rencontrer des personnes, à essayer des choses, à réaliser des choses qu'on n'aurait jamais réalisées avant, parce qu'en fait, on n'aurait même pas eu l'idée d'expérimenter ces choses-là, tout simplement. Et ça, c'est juste un choix conscient de croire à une autre narration, au moins temporairement. Mais ça implique une souplesse cognitive suffisante pour être capable de switcher d'un système cognitif à un autre comme ça, et d'expérimenter avec les systèmes. Voilà ce que la théorie des jeux a à apporter à la pensée critique. Si c'est déjà un calvaire de prendre une décision sur une situation aussi simple, comment avoir l'audace de prétendre avoir une opinion tranchée et définitive sur des sujets de société complexes et transversaux, qui ont des fondements largement inconnus et des implications politiques et écologiques infiniment complexes? Un peu d'humilité, que diable. Et commencez par réviser vos matrices de stratégie du dilemme du prisonnier. Le truc avec le dilemme du prisonnier, c'est que c'est vraiment une approche qui montre très concrètement les limites de l'approche orange, justement. Parce que la rationalité pure n'est pas la meilleure façon de gagner à ce jeu-là. Parce qu'en fait, la rationalité pure, soit ne nous donne pas la meilleure stratégie, soit nous donne une meilleure stratégie sur un plan individuel. Parce qu'en fait, c'est marrant dans l'approche entre guillemets pragmatique. Il y a toujours ce postulat qui est pas trop questionné, qu'en fait, la meilleure issue stratégiquement est une issue à un niveau individuel. Le dilemme des prisonniers, c'est il y a un individu face à un autre,
Et l'idée derrière, c'est qu'est-ce qui fait qu'un individu donné va maximiser ses gains. Et le souci, c'est que vu qu'il y a une histoire de coopération-trahison, du coup, si on observe la chose sur le plan du gain individuel, bah, ça fait que vu qu'il y a des stratégies de coopération possibles, ça fait que dans certaines situations, le meilleur gain individuel implique un meilleur gain collectif, et dans d'autres situations, ça ne l'implique pas. En fait, c'est vachement intéressant le dilemme du prisonnier, parce que moi je pense que justement les personnes qui vont être les meilleures à ce genre de dilemme sont les personnes qui sont dans des approches plutôt vertes du coup. Alors après il y a toute la question de est-ce que les personnes ont pu communiquer avant de prendre leurs décisions, ou est-ce qu'elles ont pas pu communiquer. Dans la présentation traditionnelle du dilemme du prisonnier, c'est supposé être des acolytes qu'on fait un coup et qui seront emprisonnés et qui sont supposés se dénoncer ou ne pas se dénoncer. Et donc ils ont peut-être pas pu communiquer avant pour définir une stratégie commune, par contre, a priori, ils se connaissent déjà. Et donc en fait, c'est très simple en fait de répondre au dilemme du prisonnier, et ça repose sur une chose fondamentale qui est, est-ce que tu fais confiance à l'autre personne, tout simplement. Et moi, j'ai envie de dire que pour moi, la situation sera extrêmement simple, c'est-à-dire que je sais exactement ce que je jouerais si je joue au dilemme du prisonnier, et ça dépendrait tout simplement des liens que j'ai noués avec la personne. Si la personne, je ne la connais pas, ou qu'elle m'inspire pas confiance, il y a de très grandes chances que je décide de trahir, et si la personne, j'ai noué une relation avec elle, que je lui fais confiance, et que je sais que c'est quelqu'un qui a priori me veut pas du mal, est fiable et tout, je choisirais de coopérer tout simplement. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, ne se choisit pas rationnellement, pragmatiquement, mais se choisit au feeling, implique de faire appel aux émotions, et un peu une question de connexion, en fait, c'est est-ce que j'ai une bonne connexion avec la personne avec qui je joue ou pas? Si j'ai une bonne connexion, que je le sens bien, je coopère. Si j'ai pas de bonne connexion, je coopère pas. Et peut-être que des gens me trouveront extrêmement naïf, ce qui me paraît un peu triste pour eux d'ailleurs, s'ils pensent que c'est naïf de voir les choses comme ça. Mais il y a un certain nombre de personnes avec qui je coopérerais, mais les yeux fermés, et dont je suis sûr à peu près à 100% qu'elles coopéreraient d'eux-mêmes. J'ai ce niveau de confiance envers ces gens pour être pratiquement sûr du fait que, quelle que soit la situation, pratiquement ils vont coopérer, quoi. Parce que ce sont des gens avec qui j'ai noué un lien qui fait que, au-delà de considérations purement de calcul des issues qui donnent les meilleurs résultats, de calcul probabiliste ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a des gens en fait qui souvent essaient de traiter le problème des prisonniers en mode la meilleure espérance de gain, c'est plutôt de faire comme ça, voilà. En fait, justement, le dilemme des prisonniers, c'est quelque chose qui nous invite à dépasser ces histoires d'espérance de gain et à entrer dans la confiance interpersonnelle, la confiance entre les individus. Ça implique en fait de commencer à voir le succès comme un succès collectif plutôt qu'un succès individuel. Et donc pour moi, je trouve qu'en fait, réaliser toute la profondeur du dilemme du prisonnier et la solution réelle pour en sortir, qui est simplement de réussir à nouer des relations de confiance avec les gens, c'est vraiment un petit jeu, un petit outil cognitif qui nous permet de commencer à toucher vraiment du doigt toute la pertinence du niveau vert de la spirale dynamique. Parce que vraiment, quand on a un verre bien installé et qu'on fonctionne bien sur un niveau vert avec certaines personnes, ce dilemme n'en est vraiment plus un. Si je fais confiance à la personne, si j'ai noué un relationnel avec elle, je coopère, c'est même pas c'est même pas une question en fait, il y a pas ce truc de moi je me dis, je pense que c'est quand même assez terrible en fait, ces gens qui ont ce truc de cette personne, je m'entends bien avec, machin, mais quand même, ça se trouve, elle va décider de me trahir, on vit quand même dans un monde de merde, on vit quand même dans un monde où les gens sont un peu cyniques, et puis ça se trouve, elle va avoir peur que moi je la trahisse, et donc en fait elle va me trahir pour pas que je la trahisse, mais vu que du coup elle risque d'avoir peur, du coup moi aussi j'ai peur qu'elle le fasse, donc peut-être que vaut mieux que je la trahisse quand même, parce que voilà, en fait c'est marrant parce qu'au fond, le dilemme du prisonnier, c'est un peu quelque chose qui symbolise la différence entre la peur et la foi. C'est-à-dire que si on se dit que les autres vont avoir peur, qu'on a peur d'être trahi et tout, du coup, on préfère trahir de manière préventive pour pas se faire trahir soi. Et du coup, en fait, on provoque la situation dont on avait peur. Et si on a la foi, simplement, on fait confiance et on se détend. Et peut-être d'ailleurs qu'on fera confiance et qu'on sera trahi. C'est possible, ça peut arriver. Mais à un moment, c'est pas grave. On a fait le choix, quoi, et ça peut arriver. Et c'est intéressant parce que il y a beaucoup de choses dramatiques qui se passent dans le monde aujourd'hui, notamment des conflits politiques, des guerres. Il y a aussi toute la question de l'écologie aussi, qui sont en lien direct avec la notion de dilemme du prisonnier. On peut trouver ça aussi, notamment dans la bourse aussi.
dans les phénomènes de bulles spéculatives où en fait on sait que le truc est surévalué et qu'il va s'effondrer, mais en fait on continue à jouer parce qu'on espère que les autres vont jouer aussi, et du coup ce qui est intéressant, c'est que ça rend compte de tous ces phénomènes où ce qu'on anticipe de ce que va faire l'autre a une influence sur la stratégie que nous-mêmes on va employer, et la stratégie que nous-mêmes on emploie a une influence du coup sur la stratégie que l'autre va employer. En fait, ça peut créer des espèces de spirales infernales comme ça, des phénomènes d'entraînement qui peuvent avoir des conséquences terribles, parce que simplement le manque de confiance et le manque de vision de groupe, le manque d'idée qu'on est une équipe et on travaille pour les mêmes intérêts, ce manque de vision-là fait que il va y avoir par exemple la course à l'armement, deux pays en fait qui ont peur que l'autre les attaque. Donc vu qu'ils ont peur, ils se disent faut que je me prépare à la guerre. Je vais pas forcément attaquer directement, mais en tout cas je vais préparer mon armée, je vais devenir plus puissant et tout. Et du coup celui en face il voit qu'on est en train de faire ça, donc du coup il prépare son armée aussi, et voilà. Et si en plus la communication n'est pas très fluide ou qu'il y a de la méfiance et tout, chacun va commencer à devenir un peu parano par rapport à l'autre. Et ce qui se passe, c'est que au moindre petit truc de travers, à la moindre petite étincelle, ça peut faire exploser tout le truc et déclencher une guerre sur pas grand chose, parce que simplement à cause de phénomènes de peur comme ça qui entraînent des escalades. Et donc ouais, le dilemme du prisonnier, c'est vachement intéressant, mais faut pas du tout le prendre avec des outils orange, quoi. Faut le prendre avec des outils plus avancés que ça. Avec des outils verts, du coup, on comprend tout l'intérêt de la communication et de la coopération. Après, dans certaines versions du dilemme du prisonnier, il y a pas de communication avant, donc du coup, ça coupe tout cet aspect-là. Donc à un moment, c'est selon les préférences de chacun et la foi qu'il a dans l'humanité. Et dans une perspective jeune, en fait, on peut s'intéresser aussi à l'enchaînement des boucles de rétroaction positive qu'une situation pareille peut déclencher. La course à l'armement qui déclenche une guerre, c'est exactement ce phénomène-là, c'est-à-dire qu'il y a chacun en fait qui voit l'autre agir et qui du coup agit et s'arme de plus en plus. En fait, c'est une cascade de boucles de rétroaction positive où chacun renforce l'autre avec des feedbacks comme ça, qui conduit à une guerre mondiale par exemple. Mais en tout cas, bref, non, simplement réviser ces dilemmes du prisonnier d'une manière purement froide et intellectuelle, ça va pas régler grand-chose. Je sais que j'ai toujours une grosse tendance à réfléchir un peu trop comme Mr. John, quand je réfléchis pas assez. C'est ça qui me pousse à dire, par exemple, ta machine à énergie libre, là, qui produit de l'énergie infinie et gratuite, elle ne peut pas marcher, parce que c'est contraire au principe de la thermodynamique. Donc tu remballes tes résultats, je regarde même pas. C'est une réaction qui ne serait pas très sage. Parce que même si, a priori, j'y crois vraiment pas, si sa machine marche vraiment, que ses résultats sont vraiment concluants, il va falloir que je modifie mon opinion. Bon, pour que moi, je remette en question les lois de la thermodynamique, je vous préviens, il va falloir de bonnes grosses preuves bien solides. Parce que ces lois-là, elles marchent du tonnerre. C'est ça qui fait avancer nos moteurs, c'est ça qui fait marcher nos frigos. En fait, il me faudra autant de preuves contraires que celles qui se sont accumulées en sa faveur depuis des siècles. Là, en fait, on touche du doigt le problème, cette idée justement, qu'il faudrait accumuler autant de preuves pour invalider quelque chose que toutes les preuves qui ont été accumulées précédemment. Déjà, tout le monde n'a pas forcément la même vision de la quantité de preuves qui a été accumulée et de la quantité de preuves qui serait nécessaire pour invalider la chose. D'ailleurs, ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est encore une situation où on sort de la vision popperienne basée sur la falsifiabilité. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que c'est pas seulement si j'ai une preuve une fois que ça marche pas, je jette tout et j'accepte. C'est si j'ai une seule preuve, c'est peut-être que c'est pas tant une preuve que ça, ou que c'est une preuve faible, ou que en fait le système actuel, même s'il y a peut-être des limites, il est encore pertinent, donc il faut une accumulation de preuves. Donc déjà, on n'est plus dans la falsifiabilité, mais la falsifiabilité, en fait, ça fonctionne pas vraiment dans la pratique, la science se pratique pas comme l'avait pensé Popper, en tout cas à ce niveau-là. Et ouais, en tout cas, cette idée de il faut une accumulation suffisante de preuves pour que j'accepte de changer d'avis, elle paraît raisonnable comme ça, mais en fait, elle est raisonnable dans une perspective linéaire de la connaissance, où on n'intègre pas le relativisme, et on n'intègre pas les approches intégratives, justement, et on n'a pas cette capacité à jongler avec les systèmes, à explorer différents systèmes. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire avec une approche linéaire,
Mais c'est l'approche linéaire elle-même qui est limitée, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le truc, justement, c'est que s'il n'y avait pas des gens, soit qui avaient dépassé les approches linéaires, soit qui étaient dans des approches linéaires, ou même des approches dogmatiques, mais qui avaient une vision du monde qui fait que là où d'autres auraient vu pas assez de preuves, eux, ils en ont vu assez. S'il n'y avait pas ce genre de personnes-là, des personnes, par exemple, assez fêlées pour croire en la machine à mouvement perpétuel, là où d'autres leur diraient que c'était impossible, je dis pas que c'est possible non plus, hein, c'est un exemple tout ça, hein. Mais s'il n'y avait pas des gens, en tout cas, pour explorer des approches innovantes un peu en dehors des clous, là où d'autres leur auraient dit que bah c'est n'importe quoi, c'est pas raisonnable et tout, en fait, bah il y a pas grand chose qui progresserait dans l'histoire humaine. Enfin, faut vraiment se rendre compte qu'à peu près toutes les avancées significatives ont été minoritaires à leur époque. Il a fallu qu'il y ait eu quelqu'un qui a eu une idée un peu folle et qui fasse des expériences dans son coin alors qu'on avait très peu d'éléments qui aient dans ce sens-là, pour que le truc, progressivement, et après différentes controverses, soit accepté et testé et vérifié dans des domaines, dans des champs de plus en plus grands, et qu'il y ait de plus en plus de disciplines connexes qui permettent de développer encore de nouvelles choses autour de cette nouvelle approche. En fait, les trucs à un moment se nourrissent mutuellement, et donc ça développe un nouveau paradigme, ça développe une nouvelle vision du monde qui, à partir d'un certain temps, devient suffisamment solide pour pouvoir supplanter l'ancien paradigme, ou en tout cas fonctionner à côté, peut-être. En fait, c'est un peu comme une graine qui pousse progressivement pour donner un arbre. Si dès qu'il y a une graine qui commence à pousser, bah direct, en fait, on sort la moissonneuse-batteuse et on démolit le truc, bah jamais grand-chose qui peut se développer. Et il y a Thomas Kuhn et Feyerabend, dont je crois que j'ai déjà parlé dans la première partie de la vidéo, qui ont montré qu'en fait, si on attaque les nouveaux paradigmes, à peine ils commencent à émerger, en fait on gagne tout le temps, parce que quand ils commencent à émerger, vu que ce sont encore des petites graines ou des petits arbustes qui sont pas développés, mais ils sont pas capables de se défendre face à des trucs qui sont là depuis des siècles, et c'est normal en fait, c'est parce qu'il faut leur laisser du temps. Et donc si on n'a pas un environnement qui favorise, ou qui en tout cas tolère suffisamment la diversité, la biodiversité des idées, là, on peut voir le parallèle, du coup, avec des notions écologiques, hein. S'il n'y a pas un certain intérêt pour la biodiversité des idées, et ben du coup, en fait, on fait de la monoculture d'idées, et alors, ça a certaines vertus, mais ça a aussi de gros problèmes, et notamment la fragilité face à des problèmes systémiques, et en gros, dès qu'il y a une crise un peu plus méchante que les autres, qui prend le truc sous son angle mort, sous une faiblesse, bah du coup, tout l'édifice s'effondre et en fait on n'a pas grand chose pour le remplacer puisque la biodiversité suffisante ne s'est pas développée. Et en plus, généralement, ça donne des systèmes en fait qui au début sont intéressants mais finissent par s'appuyer sur leur laurier, par devenir des espèces de systèmes bureaucratiques, de machines extrêmement conformistes, extrêmement bureaucratique, quoi, et ça donne une science en fait qui ne progresse plus, et il y a des cycles comme ça dans les systèmes, c'est-à-dire que il y a des nouvelles idées comme ça qui émergent, qui au début sont un peu fraîches, un peu novatrices, sont pas reconnues par tout le monde, puis petit à petit, du coup, c'est reconnu, ça s'institutionnalise, il y a des systèmes de plus en plus gros qui les récupèrent, qui les formalisent, qui les formatent même, et à la fin, ça devient un truc défendu par des barons en quelque sorte de ces idées-là, qui se remettent plus du tout en question, qui sont pétries de certitude, et ces idées finissent par être de moins en moins adaptées aux enjeux de l'époque, et du coup, bah, ça donne une nouvelle crise, une nouvelle révolution qui est apportée par des petits jeunes qui ont des idées fraîches et tout, et ça donne des cycles comme ça. Mais en fait, si on comprend un peu ces dynamiques de fond, ces dynamiques beaucoup plus larges, ces dynamiques systémiques, bah, du coup, on peut anticiper le fonctionnement des cycles, on peut anticiper les décadences, et on peut faire en sorte que les périodes de crise se passent beaucoup plus rapidement et soient beaucoup plus douloureuses. Et on peut aussi rendre les alternatives pour les personnes qui sont motivées beaucoup plus facilement accessibles. C'est-à-dire que dès que des gens voient que les idées commencent à être un peu vieilles et qu'on peut plus trop changer les trucs et que ça bouge plus trop, bah assez rapidement elles peuvent switcher sur d'autres trucs parce que l'alternative, la relève est déjà présente et on lui fout suffisamment la paix pour qu'elle puisse se développer tranquillement. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, la science actuelle, et plein d'autres domaines d'ailleurs, fonctionnent déjà comme ça. C'est juste que, bah, tant qu'on n'a pas cette perception systémique, jaune, intégrative des choses, bah, ça se passe d'une manière inconsciente. Et en fait, les gens rentrent en résistance contre ces phénomènes naturels. Alors que quand on commence à en prendre conscience, bah, du coup, on accompagne ces phénomènes naturels,
on les surfe en fait, on suit le courant de ces phénomènes, on les accompagne, on les gère avec intelligence plutôt que d'entrer en résistance contre eux et de croire qu'on va pouvoir gagner contre eux, alors qu'il y a une force des phénomènes, il y a une force des événements, il y a une force de l'évolution des choses qui fait que on peut réussir à résister un certain temps, mais en fait plus on résiste, plus la force des choses s'amplifie, et plus la chute est douloureuse et a des conséquences lourdes, et surtout plus la période qui précède la chute est pénible. Voilà, moi mon objectif avec cette vidéo c'était d'ouvrir un maximum de perspectives sur différents sujets qui ont l'air de travailler beaucoup Christophe Michel et qui à mon avis peuvent travailler pas mal de personnes qui se disent rationalistes, de l'esprit critique, zététiciens, et en particulier si elles commencent à se retrouver un peu vers ce niveau gros orange petit vert où elles sont en début de transition, où elles commencent à se rendre compte que les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles ont l'air, et que c'est beaucoup plus difficile d'avoir des certitudes, y compris sur les méthodes, que ce qu'on pensait de prime abord. Bah concrètement, là j'ai vraiment présenté un maximum de perspectives pour vraiment essayer de voir les choses d'une manière plus vaste et un peu différente. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour essayer d'aborder le niveau vert et à quoi s'attendre? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les rationalisations à éviter? Bah, comme je l'ai dit déjà, une grosse partie du travail pour commencer à intégrer cette approche verte, ça va être de lâcher un peu, voire beaucoup, l'approche analytique. Pas forcément pour toujours, hein, mais en tout cas la mettre de côté, la mettre un peu en stand-by, pour aller vraiment plus explorer l'intuition déjà, mais surtout l'introspection. Parce qu'une grosse partie du travail en vert, ça va être l'introspection, apprendre à se connaître, apprendre à découvrir son intériorité, à découvrir son monde psychologique, à découvrir son monde affectif, et aussi à découvrir le monde affectif psychologique des autres. C'est un niveau où en fait on va vraiment beaucoup travailler la relation, et la relation de qualité, la relation profonde. C'est un niveau où vraiment on essaye de comprendre les autres depuis leur point de vue à eux, depuis leur fonctionnement à eux, depuis leur perspective à eux, depuis leur affect à eux. Et c'est un niveau en fait où ça peut être perçu comme très intrusif en fait par des gens qui sont pas habitués à ces approches-là, qui sont pas trop familiers de ces environnements-là. Mais c'est vraiment un monde où on est beaucoup dans la recherche d'intimité. Alors ça implique de nouer une confiance avec les gens, bien sûr. On est beaucoup dans la recherche d'intimité, notamment d'intimité de groupe. On essaie de faire un peu une tribu, une communauté, avec des gens avec qui on noue vraiment des liens forts sur le long terme, avec qui on apprend à faire confiance, avec qui on apprend à se confier, avec qui on apprend à se montrer vulnérable, avec qui on apprend à être profondément honnête. Alors attention, être honnête, dire la vérité même, ça implique pas en fait d'attaquer l'autre, mais ça implique de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on pense avec certaines formes, mais quand même quand il y a une situation qui nous plaît pas, c'est tout l'objet de la communication non violente, hein, qui est une approche verte, c'est de dire pourquoi la situation nous va pas sans faire porter la responsabilité à l'autre, mais en disant voilà ce que je ressens dans cette situation, voilà ce qui se passe pour moi dans cette situation. En fait, c'est tout ce genre de relation, d'entrée en relation, de mode de communication qu'on va essayer de développer dans l'approche verte. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on essaie de développer tout ça. En fait, dans la spirale dynamique, quand on parle de vert, moi, je le traite là, dans cette vidéo, par la perspective de l'esprit critique, et donc du coup, je donne à cette approche une orientation très esprit critique, mental, voilà. Mais il faut bien comprendre, en fait, que ces métastructures globales, dans lesquelles fonctionnent les gens, ce sont des métastructures qui impliquent tous les éléments de la vie. Et notamment, en fait, le schéma classique dans la transition orange-vert, c'est qu'on est sur des gens en fait qui sont beaucoup dans une recherche d'efficacité, d'abondance matérielle, de productivité, d'accumulation de richesses, d'efficacité. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir plus, mieux, plus efficace pour moins d'efforts et tout. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand ce paradigme a été suffisamment exploré et que globalement, sur le plan matériel, on a à peu près ce qu'on veut, quoi. Enfin, on est plutôt confortable. Et même que, on a une certaine abondance, même relationnelle, c'est-à-dire qu'on a des relations avec des gens qui, du coup, seront souvent beaucoup plus superficielles que dans l'approche verte, évidemment, mais en tout cas, on a un cercle social conséquent, on a un bon métier, on a une belle voiture, on a une baraque, on possède plein de trucs et tout, on se sent à peu près rassuré à ce niveau-là. En fait, on commence à réaliser que, au fond, le but de la vie, c'est peut-être pas juste l'accumulation matérielle, c'est peut-être pas juste la sécurité, l'efficacité et tout, mais que peut-être qu'au fond, le plus important, c'est le bien-être psychologique, la tranquillité, la sérénité, et surtout la qualité et la profondeur des relations. Et c'est là, en fait, que souvent la transition se fait. Dans le cas de Christophe Michel, du coup, ça va peut-être plutôt être lié à la prise de conscience que la vie intérieure a une très grande influence sur la façon de comprendre le monde. Ça va être la prise de conscience que ma sensibilité, que mon vécu, que mon passé, que mes priorités, que en gros toute ma vie intérieure conditionne complètement
ma façon rationnelle de comprendre les choses à l'extérieur. Et donc, quand on est, comme c'est probablement son cas, dans une recherche de compréhension et de connaissance, et qu'on cherche en fait des bonnes cartes et des bons moyens d'appréhender le réel, quand on réalise l'importance extrême de notre vie intérieure dans notre capacité à créer des cartes fonctionnelles, ça nous pousse en fait à nous intéresser profondément à notre vie intérieure. Et peut-être que du coup, parce que à mon avis ça arrive aussi à moi, et peut-être que du coup l'intérêt pour la profondeur des relations est quelque chose qui vient dans un second temps, et notamment, ça peut être une piste, notamment quand on réalise que le fait de réussir à comprendre profondément le point de vue des autres, de pouvoir se connecter profondément aux autres, ça nous donne en fait une perspective tellement plus riche sur le monde que du coup ça fait qu'on comprend beaucoup mieux le monde que dans nos perspectives purement cartésiennes, matérialistes, individualistes, personnelles d'avant, quoi. Et c'est un truc, c'est difficilement descriptible avant d'avoir commencé à en faire l'expérience. Faut comprendre aussi que le monde vert, c'est un monde donc du coup qui est beaucoup plus ouvert d'esprit, y compris parfois sans doute un peu trop, ou enfin, il y a des choses un peu paradoxales dans ce niveau, mais il y a un certain nombre de personnes qui vont avoir toutes sortes de croyances qui vont beaucoup perturber sans doute les personnes avec un esprit très cartésien, ce qui implique soit du coup de choisir les environnements verts auxquels on veut s'intéresser, mais ça peut être un piège aussi, parce que le risque en fait c'est de faire des sélections très arbitraires, très réductionnistes, et de dire je prends que les approches qui m'intéressent, et de rester en fait dans un mode très cartésien, en mode le relativisme j'en veux bien un peu, mais pas trop non plus. Et je pense que l'alternative c'est de faire l'effort en fait de s'ouvrir même aux trucs qui paraissent un peu chelous, un peu bizarres, pas forcément pour y adhérer dogmatiquement, et pour se dire j'ai envie de faire les expériences. Tiens, il y a des gens qui font des cérémonies chamaniques, est-ce que j'en ai déjà fait, non j'en ai jamais fait, tiens, je vais faire l'expérience. Et l'idée, c'est pas de se dire j'y vais pour y croire ou j'y vais pour ne pas y croire. L'idée, c'est de se dire j'y vais pour faire une expérience. Il y a des gens qui font du yoga, de la méditation, je vais expérimenter. Il y a des gens qui s'intéressent à l'astrologie, pourquoi pas, je vais expérimenter, tiens, pour m'ouvrir l'esprit. Moi, par exemple, il y a quelques temps, je croyais pas du tout en l'astrologie. J'ai eu l'occasion de faire une séance avec un astrologue. J'ai fait cette séance, j'y crois toujours pas, mais j'ai fait mon expérience. Il y a d'autres trucs auxquels je croyais pas du tout. J'ai fait mon expérience et j'ai été très surpris. Moi, par exemple, et j'ai toujours du mal à l'expliquer, mais je pensais que les baguettes de sourcier et tout, c'était du full bullshit, de la full connerie. En tout cas, je l'ai expérimenté. Alors, je l'ai pas expérimenté très très longtemps, pas dans un cadre où j'ai pu faire 36 000 expériences, mais en tout cas, j'ai pu constater que quand je prenais la baguette et que je me déplaçais, ça croisait assez clairement et avec une force et une intensité que j'avais énormément de mal à expliquer par des phénomènes purement psychomoteurs et de l'autosuggestion, contrairement à ce que des gens m'avaient expliqué avant. Et je l'ai fait tester à une autre personne. Quand j'avais utilisé les baguettes, ça croisait à un certain endroit, et ça recroisait à chaque fois que je passais à ce même endroit. Je l'ai fait tester à une autre personne qui m'a pas vu faire avant, et qui du coup savait pas où est-ce que c'était supposé croiser. Et je lui ai dit, avance dans cette direction et regarde ce qui se passe, et elle a avancé, et comme par hasard, les baguettes ont croisé exactement à l'endroit où pour moi elles avaient croisé aussi. Donc je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas jusqu'à quel point c'est une discipline qui fonctionne réellement, qui est fiable et tout, mais en tout cas, typiquement, c'est un truc que j'ai expérimenté, et je me suis rendu compte que ça semblait détecter des choses. Bon voilà, il y a toutes sortes de choses que j'ai expérimentées. Moi aussi, pareil, les approches introspectives, faire ressortir les émotions et tout, c'est des trucs qui, il y a quelques années, me parlaient pas des masses, mais qui aujourd'hui sont complètement intégrés à ma vision du monde, et à ma vision des relations, et à ma vision de la sanité psychologique, tout simplement. Je considère que c'est une forme d'hygiène de vie, en fait, de régulièrement revenir à soi, faire de l'auto-observation, de l'introspection, et utiliser certains procédés qui permettent, en fait, de voir quelles sont les tensions émotionnelles qui se jouent en nous. C'est quelque chose qui, pour moi, quand on passe, en tout cas, par le niveau vert, ont de très bonnes chances, et sont supposés, en tout cas, s'intégrer au moins un minimum. Ça devient une hygiène de vie, comme le fait de manger des aliments à peu près sains et tout, c'est avoir une bonne hygiène de vie psychologique, ça passe par ça. Attends, quel genre de milieu est-ce qu'on peut explorer? Vers quoi est-ce qu'il faut se tourner si on veut commencer à essayer de comprendre ce niveau? Il y a un paquet de choses, Déjà, il y a toutes sortes d'approches écologiques, et alors attention, faut pas trop aller vers l'écologie politique, faut plutôt aller vers les personnes qui ont des pratiques écologiques de terrain, c'est-à-dire des personnes qui, par exemple,
créer des éco-villages, s'intéressent à la permaculture. Ça va être les gens, on va dire, qui apprennent en fait à créer des maisons avec des matériaux un peu anciens. Il y a les yurts, les maisons en terre, il y a ce qui s'appelle les tiny house. Alors ça, c'est toute la partie verte qui s'intéresse à la construction et au mode de vie alternatif. Ceux aussi qui créent des systèmes de toilettes sèches, généralement. Ça, c'est des trucs qui résonnent beaucoup avec vert, tout ce qui est le recyclage, le compost, enfin tous les gens en fait qui sont beaucoup intéressés par ces moyens en fait de créer des modes de vie résilients et surtout qui les mettent vraiment en application concrètement et avec une certaine détermination. Hein. C'est pas juste je fais pipi sous la douche et je trie mes déchets là, c'est vraiment je modifie tout mon mode de vie et mon habitat, et il y en a beaucoup qui vont à la campagne d'ailleurs pour faire ça, je modifie tout mon mode de vie et tout mon habitat pour qu'ils correspondent vraiment à mes ambitions écologiques. Et généralement, vu que c'est des personnes en fait qui vivent dans le paradigme vert, elles font pas juste ça en fait, elles ont toutes sortes de pratiques annexes qui sont tout à fait compatibles avec ce niveau, comme le fait de créer des collectifs, on entend beaucoup parler des collectifs dans le niveau vert, le fait d'apprendre différents moyens d'entrer en relation, les modes de prise de décision par consensus. Dans les milieux verts, on entend aussi beaucoup parler de cercles restauratifs. C'est en fait quand on fait un collectif où il y a plein de gens comme ça qui sont en interaction tout le temps, qui sont très proches les uns des autres, généralement ça crée assez souvent des conflits assez complexes qui peuvent être difficiles à résoudre et qui mettent en péril le collectif à long terme, surtout s'il est constitué de gens qui peut-être se connaissaient pas tous très bien à la base et qui viennent d'environnements culturels qui peuvent être assez différents. Et donc du coup, une chose dont on entend beaucoup parler dans ces environnements, c'est par exemple la pratique des cercles restauratifs, où du coup les gens se mettent en cercle et essayent d'apporter leurs tensions, leurs problèmes, leurs difficultés émotionnelles avec telle ou telle personne, via certains moyens qui permettent d'éviter des escalades de tension. Il peut y avoir un facilitateur qui accompagne ce genre de choses. D'une manière générale, dans les milieux verts, il va y avoir beaucoup la pratique des cercles de parole. Le cercle, c'est très typique de ce niveau-là. Les gens adorent se mettre en cercle et partager ce qu'ils ressentent. Notamment un truc qui est très typique de ce niveau-là et qui aide en fait les gens à l'intégrer, c'est c'est tous les matins, par exemple, les gens se réunissent, se mettent en cercle et ils font leur météo intérieure. Ça paraît un peu chelou, un peu étrange pour les gens qui sont pas habitués, mais c'est en gros, chacun, à tour de rôle, va prendre la parole et va se connecter à ce qu'il ressent et va dire alors là, ce matin, je me sens un peu en joie, je me sens beaucoup en joie parce qu'il s'est passé telle ou telle chose pour moi, je me sens un peu fatigué, je sens une crispation au niveau du ventre, au niveau de machin, voilà. Et c'est des pratiques en fait où on apprend à développer une forme de sensitivité assez fine, assez profonde, au niveau de ses ressentis corporels, de ses affects, et on essaye aussi de vraiment s'intéresser aux ressentis, aux affects des autres, à qu'est-ce que les autres y vivent. Et l'intérêt de ce genre de pratique, qui peut être un peu formelle, qui peuvent sembler un peu intrusives au début quand on commence. Pourquoi est-ce que les gens se mettent en cercle comme ça et parlent à tour de rôle et disent qu'est-ce qu'ils ressentent et tout? Parce qu'en fait, ça permet aux gens de s'exercer, à montrer de la vulnérabilité, à montrer de l'authenticité et à garder un vrai niveau d'attention sur leur monde intérieur et sur leur vie intérieure et à faire partager leur monde intérieur et leur vie intérieure au groupe. Donc en fait, c'est un intérêt qui est notamment pédagogique et ça permet aussi de mieux souder le collectif via des valeurs vertes en gros. Dans d'autres approches autour de ce niveau-là, vous allez avoir pour la justice par exemple, la pratique de la justice restaurative. Alors il y a un très beau film autour de ce sujet-là qui s'appelle Je verrai toujours vos visages. En fait, c'est une fiction mais inspirée de faits réels et que je trouve assez réaliste. Et en fait, ça montre en gros ce sont des gens qui mettent des victimes d'agression, vol, cambriolage, agression physique, ce genre de choses, ils les mettent en relation avec des criminels qui ont fait de la prison, pas forcément ceux qui leur ont fait subir le truc, mais en tout cas des personnes qui ont fait le même genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, on voit comment il y a un dialogue qui se noue entre les personnes victimes et les personnes coupables, en gros les personnes accusées. Et on pourrait se demander, en fait, c'est quoi l'intérêt de créer ce dialogue, à part, en gros, réveiller des blessures et mettre tout le monde mal? Et pourquoi est-ce qu'aussi on aurait envie d'écouter les coupables, d'écouter les gens qui ont fait des choses terribles et tout, et même de leur donner de l'empathie, parce que c'est aussi un peu l'idée derrière. En fait, on essaie de donner de l'empathie à tout le monde, mais du coup, ça implique aussi les personnes qui ont fait des actes atroces, quoi. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce qu'en fait,
dans la pratique restaurative, dans la pratique de la justice restaurative, c'est un peu de la psychothérapie, mais pas seulement en fait. L'idée, c'est qu'on essaye de dépasser le trauma en créant, disons, une forme de proximité, en créant la possibilité, une forme de compréhension sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était en jeu. Et c'est aussi intéressant pour les criminels parce qu'en fait, ça leur permet déjà de prendre conscience vraiment dans leur cœur, dans leur trip de ce qu'ils ont fait, parce qu'en fait, ils se retrouvent face à des victimes qui ont subi les conséquences de ce qu'ils ont fait et qui peuvent leur faire un retour concret sur les conséquences que ça a eu dans leur vie. Souvent, les criminels, en fait, ils n'arrivent pas vraiment à se remettre en question parce qu'en fait, ils sont pas rentrés en connexion avec les victimes. Ils mesurent pas, en fait, les conséquences que leurs actes ont eu. Pour eux, c'est juste des personnes qu'ils ont croisées comme ça. Et puis après, elles ont continué leur vie. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'il y a des destins brisés derrière, que des gens qui ont mis des années à se reconstruire. Ce genre de pratique, ça peut permettre ce genre de prise de conscience. C'est des trucs, je pourrais en parler pendant des heures, mais en fait, c'est vraiment, j'invite par exemple les gens qui ont envie de s'imprégner un peu de ce truc-là, à voir le film Je verrai toujours vos visages, et pareil, c'est des trucs que la mise en situation, en fait, permet de comprendre des choses au-delà de ce que le mental pur pourrait comprendre simplement, quoi. Donc voilà, vous avez les cercles en général, cercle de parole, cercle restauratif, les éco-villages, les constructions écologiques résilientes, la justice restaurative, il y a les écoles démocratiques et d'inspiration Sudbury, ou les apprentissages libres et autonomes. C'est un truc que j'ai développé dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous avez tiens, pour ceux qui sont à Paris, il y a un espace qui est très connu qui s'appelle La Recyclerie, où en fait c'est une sorte de restaurant-cantine, mais qui fait aussi pas mal d'autres choses, donc qui fait du recyclage, de la réparation, qui prépare des repas écologiques de saison, qui traite ses déchets, qui fait du compost, qui propose des ateliers, toutes sortes de trucs autour de pratiques écologiques, de pratiques autour du paradigme vert en général. Voilà, la recyclerie, c'est un endroit assez connu, qui a beaucoup de succès, et qu'on peut visiter justement pour essayer de s'imprégner un peu de cette ambiance-là. La pratique de la communication non violente, évidemment. Il y a plein d'autres choses autour de ce paradigme, mais qui seraient trop longues en fait à développer d'une manière purement exhaustive dans une seule vidéo. Ce que j'ai envie de faire vraiment, c'est d'ouvrir une porte et de dire, voilà, la porte est là, vous pouvez la franchir, voilà comment la franchir, je peux vous donner une vague idée de ce que vous allez trouver derrière, mais fondamentalement, si vous voulez vraiment faire l'expérience, si vous voulez vraiment pouvoir voir ce qu'il y a concrètement derrière, c'est à vous de la franchir, c'est pas à moi. Ça peut rappeler un passage de Matrix pour certains qui connaissent, mais en tout cas, oui, c'est un principe qui est comme ça dans beaucoup de choses dans la vie, et d'une manière générale, si vous voulez expérimenter, explorer d'autres paradigmes, d'autres systèmes, d'autres visions du monde, qui nécessitent justement de faire un saut quantique et pas d'être dans une approche purement progressive, il y a un moment, quelqu'un vous montre la porte, et après c'est à vous de la franchir, et vous pouvez le faire de la façon qui vous correspond, en vous concentrant sur les choses qui vous parlent le plus. Et en tout cas, voilà, moi considérez-moi comme un point de départ pour une plus grande exploration, et après, vous êtes libre, vous êtes autonome, et vous faites vos expériences vous-même. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que Christophe Michel verra cette vidéo. Maintenant que je l'ai fini, je vais essayer de le contacter pour qu'il la voie, parce que je serais très curieux du coup d'avoir ses retours à lui. Parce que si ma théorie se confirme, je suis presque sûr qu'il y a au moins certaines choses qui vont lui parler dans ce que je raconte. Il y a de grandes chances qu'il y ait des résistances sur un certain nombre de trucs, que tout ne lui parle pas, mais je serais très, très étonné qu'absolument rien ne lui parle. Et du coup, s'il pouvait me faire un petit retour, ce serait une façon intéressante en fait de confirmer, ou peut-être d'infirmer mes théories. Parce que moi aussi j'aime bien expérimenter, j'aime bien tester des choses et voir les retours. Donc si le retour est négatif, ce sera intéressant aussi de voir qu'il est négatif et d'en tirer des conséquences. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me laisser un pouce en l'air. Si vous avez envie de rejoindre mes communautés Discord, vous pouvez regarder sous la description. Vous pouvez aussi vous abonner, en parler à vos amis, et salut!